Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les vendredis de la recherche. Alors aujourd'hui, on a pas mal de choses de prévues. Donc vous l'avez vu certainement dans le titre du live, vous voyez juste là, il y a Maxime D qui va bientôt nous rejoindre. Il sera là normalement vers 45. Du coup, en attendant, j'avais pas mal de choses à vous dire, donc je me suis dit qu'on allait discuter un petit peu avant le début de l'entretien avec Maxime. Donc déjà, si vous pouviez me dire si est-ce que tout est ok, vous m'entendez bien et tout, comme ça au moins on peut démarrer en ayant tout qui marche bien. Voilà, pas mal d'infos que je voulais vous donner, puisqu'il y a plein de choses qui se sont passées là et qui vont se passer. Donc je me suis dit qu'on allait prendre un petit temps pour discuter là-dessus. Donc cette semaine, pour nous, il y a eu pas mal d'activités, et notamment de l'activité qui va concerner Twitch, puisqu'on a été invité à Grenoble pour participer à une table ronde. J'ai quelques images à vous montrer. C'était une table ronde sur Twitch, un nouvel espace d'expression scientifique. Et du coup, en fait, l'idée, c'était de travailler avec les gens de la chaîne Chercheurs de Montagne. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, mais c'est une chaîne de vulgarisation scientifique aussi, donc qui est conduite par les chercheurs de l'université de Grenoble, par un groupe de chercheurs de l'université de Grenoble. Et donc on était invités pour discuter un petit peu avec eux de la vulgarisation scientifique sur Twitch, de voir comment ça pouvait se faire. Et donc c'était hyper intéressant parce qu'on avait, bon, il y avait des interventions scientifiques en sciences de la communication et de l'information principalement, pour expliquer un petit peu les enjeux de la communication sur Twitch et de la communication digitale, même un petit peu de manière générale. Donc pas mal de choses assez intéressantes à suivre pour nous. Et ensuite, ce qui était plutôt chouette, c'est qu'il y avait pas mal de retours d'expérience sur des personnes qui font des lives en recherche comme nous on le fait. Donc on a d'abord Chercheurs de Montagne qui étaient présents, qui nous ont expliqué un petit peu ce qu'ils faisaient. Ils ont aussi expérimenté une action qui s'appelait Chercheurs en doudoune, où ils ont fait un live de, je crois, 11 heures sur une journée sur le campus de l'UGA. Et donc voilà, ils sont venus expliquer un petit peu comment tout ça se passait. Et du coup, là, la photo que vous voyez, c'était une table ronde dans l'après-midi. Donc on était trois à intervenir, et vous reconnaissez peut-être pour ceux qui suivent un peu les lives sur Twitch. Donc sur la droite avec le suite orange, c'était Robin Isnard de Tout se comprend. Donc c'est un médiateur scientifique sur Twitch. À la base, il fait de l'astrochimie. Et donc il était là pour partager un petit peu son expérience de streamer vulga, puisqu'il y en a quand même pas mal. Et lui, ça fait un moment qu'il fait cet exercice-là. Ça fait plusieurs années, je crois qu'il disait qu'il s'est lancé en 2019 sur Twitch. Donc ça fait 5 ans qu'il fait de la vulgarisation scientifique sur Twitch. Donc voilà, il a pas mal de discussions autour de ces thématiques-là. À côté, au milieu, en bleu, c'était Alice Thomas. Donc Alice Thomas, c'est une passionnée d'astronomie, et elle travaille notamment pour le CNES, puisque dans le CNES qui nous avait raid il y a quelques temps sur la chaîne Twitch de l'université. Et donc elle est embauchée par le CNES pour tenir leur chaîne Twitch et assurer les lives, notamment. Elle n'est pas seule, mais elle fait ça. Et donc voilà, donc elle partageait son expérience, et du coup moi j'étais invité aussi pour un peu expliquer ce qu'on faisait en vulgarisation sur Twitch en tant qu'université, puisqu'on a un positionnement un peu particulier, même vis-à-vis de chercheurs de montagne. C'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, plutôt sympa cet événement. On a été très bien accueillis, les échanges ont été riches, et il est possible qu'on ait les chercheurs de montagne qui fassent une petite incursion sur notre live dans quelques temps, là, sur un vendredi de la recherche. Je les ai invités, donc on est en train de voir quand est-ce qu'on peut avoir des dates disponibles, mais on pourra discuter un petit peu avec eux si ça vous intéresse. Ensuite, j'avais d'autres choses à vous dire, puisque, bon, pour ceux que ça intéresse aussi, dans le cadre du projet Gardener, donc il y a la Discovery Machine que vous voyez là juste au-dessus de ma tête sur la porte, qui a été déployée et qui commence à être déployée. Donc là, on a eu les premières sorties de la Discovery Machine cette semaine. Donc là, bon, j'ai pris des photos sur une des interventions de Quentin qui est juste à côté de moi. Salut Quentin. Il travaille dur, hein, vous savez. Là, il s'arrête même pas, c'est la pause de midi. On le nourrit pas, hein. C'est terrible, hein. Mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez faire des signalements dans le chat, allez-y. Soutien à Quentin, en tout cas, dans, dans son activité. Donc là, c'est des photos qui ont été prises dans une école REP d'Alès. Donc c'était l'école Nadine Worms, qui est une école maternelle.
qu'on salue bien bas déjà, puisqu'on a eu un super accueil. Et Quentin a pu aller animer 2 ateliers sur le cerveau avec les élèves de maternelle. Donc, ces ateliers, ils ont été conçus à l'origine par Laurie Galvan, donc notre chercheuse une de nos chercheuses en neurosciences, qui avait mis en place ces ateliers dans le cadre de la semaine du cerveau. Et du coup, on avait pu former, enfin Quentin avait pu se former sur les ateliers, apporter voilà, les petites modifications qui lui permettaient de le faire plus facilement. Et donc là, on a eu 2 ateliers qui se sont très très bien passés. Quentin, d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de te dire, puisque tu viens d'arriver, puisque Quentin était en atelier ce matin, mais j'ai eu le directeur de l'école qui m'a appelé suite à tes interventions donc hier soir. Et voilà, les retours sont très positifs. L'équipe pédagogique était vraiment très très contente. Salut Rose dans le chat. Donc voilà, c'était plutôt très sympa. J'ai quelques images d'ailleurs de l'atelier qui a été conduit par Quentin. Donc là, voilà, c'est aussi des petites photos que j'ai pu prendre pendant l'atelier. Donc vous voyez Quentin 2 fois à l'écran, c'est normal. Tout va bien. Donc l'idée, voilà, c'est une partie de l'atelier là où les élèves sont amenés à réfléchir sur les comportements qui vont être plutôt bénéfiques ou néfastes pour le cerveau. Donc là, ça permet aussi de faire pas mal de prévention sur les écrans, par exemple, de prévention sur les habitudes alimentaires aussi, la consommation de sucre, d'aliments trop gras également. Donc c'est plutôt très intéressant. Moi, je trouvais que les enfants étaient extrêmement à l'écoute. Et puis c'était plutôt sympa. Je sais pas, Quentin, est-ce que tu veux venir nous en dire 2 mots rapidement? Allez, viens, attends, j'enlève les photos. Quentin va venir nous expliquer un petit peu. Attends, j'enlève les photos. Vas-y, prends place. Donc, c'est pas Maxime. Ah, on a un raid qui a été lancé par Sabine. Salut Sabine. Trop content de te Sabine. voir. Ça fait super longtemps. Merci beaucoup. Alors c'est trop marrant parce que Sabine, j'avais regardé un petit peu qui était en live avant de lancer le stream. J'avais vu que tu étais en live. Je me suis dit, bon, cette fois-ci, je raiderai Sabine en finissant. Et puis en fait, tu termines avant nous. C'est super. J'ai vu que tu étais en train de développer un jeu là en ce moment. C'est donc tu fais un jeu dans le cadre des. C'est les Journées du patrimoine. Ou je sais plus ce que c'est exactement. Non, c'est pas les Journées du patrimoine, je dis une bêtise. Donc enfin, en tout cas, c'était un live très très régulier. Pour les 150 ans de l'impressionnisme, tout à fait. C'est vraiment passionnant. Alors du coup, j'ai un peu tourné sur tes lives récemment de manière très discrète, évidemment. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc c'est une super initiative. Un jeu vidéo sur la vie d'un artiste. Trop, trop bien. Mais vraiment, c'est exceptionnel ce que tu es en train de proposer. C'est super. J'ai vu que tu as eu une petite pause de live et tout. C'est trop bien pour tout ce qui s'est passé. Et puis, c'est très cool. Merci beaucoup pour le raid. En tout cas, on est très content de vous accueillir. Aujourd'hui, ouais, c'est tous les vendredis. 20-20, pardon, j'ai un peu de reflet sur l'écran de mon chat, donc j'ai pas vu. C'est tous les vendredis. Là, on parle un petit peu recherche parce qu'on a plein de choses en cours à l'université de Nîmes en ce moment. Là, on a Maxime D, un chercheur en STAPS qui va bientôt arriver, avec qui on va parler de ses projets. Et là, on parlait de Quentin qui est juste là. Quentin, je vais te cacher, juste avec les photos. Donc Quentin est médiateur scientifique et là cette semaine il a animé plein d'ateliers, dont des ateliers en neurosciences où il est allé parler de cerveau à des jeunes élèves. Il était en train de travailler là juste derrière moi et donc j'ai demandé de juste venir nous dire un petit peu ce qu'il avait pensé de ces ateliers puisque c'était la première fois qu'ils étaient déployés. Ouais, dans le cadre, dans le cadre avec le camion qui était aussi, le camion non, c'est la deuxième fois que le camion est déployé. Il était déjà sorti. Ouais. Donc il est sorti. Je vous montre le camion. Regardez, il est sorti lundi camion. À Aujargues, le camion. Donc là, c'est dans la cour de l'école Nadine Worms à Alès. Ouais, on est dans le Gard, on est l'université de Nîmes pour les nouveaux arrivants. Et donc du coup, oui, c'est un atelier qui s'intéresse à comment on protège son cerveau, l'utilité de porter son casque, les bonnes habitudes à prendre pour le bon développement de son cerveau. Et puis évidemment, la difficulté de ce type d'atelier, c'est le temps d'attention des petits, surtout en grande section. Ouais, et moi j'étais assez impressionné parce que du coup, moi j'avais même pas vu Laurie, donc notre neuroscientifique, animer l'atelier. C'est toi qui y étais allé et j'étais assez étonné du fait que les enfants arrivaient quand même à rester des fois attentifs sur une activité pendant 10-15 minutes. Ça se passait très bien, c'était très calme, vraiment, c'était
Ça marchait vraiment très très bien. Bah, si ça vous tente, on pourrait essayer même une fois de temps en temps de se dire un vendredi de vous faire une démonstration des ateliers qu'on fait, les ateliers scolaires, vous montrer un petit peu comment ils marchent et tout en live. Ça peut être très cool. Ça peut être sympa. Donc voilà, donc ouais, j'ai eu des retours très très positifs. Salut Zuzur, comment ça va? Je suis très content de t'avoir dans ce chat, comme tu le sais. On est très content de l'avoir dans le chat. On est vraiment ravis. Sache qu'une personne que tu connais bien est en voix off aujourd'hui. D'ailleurs, notre voix off, Marine, est-ce que tu veux dire bonjour à tout le monde? Bonjour à tout le monde. Donc, si jamais tu as des comptes à régler avec certaines personnes ici présentes, je jure, n'hésite pas. On est là pour ça. Évidemment, c'est le service public ici. Hein. Bon, oui, la proposition de faire effectivement des petites démonstrations d'ateliers, ça pourrait être très cool. Sur ce, je vais retourner travailler. Merci. À la limite, est-ce que tu veux juste regarder derrière la porte s'il n'y a pas Maxime qui attend et qui oserait pas toquer? Et sinon, pendant ce temps, je vais vous... mais normalement, il est prévu qu'il toque à la porte. Hein, mais... Maxime très bien, il va arriver. Donc juste avant que Maxime arrive, je vous propose d'avoir cette info-là. Donc on organise la nuit des chercheurs vendredi prochain, le 27 septembre. Et je vous affiche toutes les infos. Salut Maxime, je t'en prie, assieds-toi. On est déjà en live, hein, mais t'inquiète, tout va bien. On a pas mal de monde. Ah bah, du coup, tu es complètement caché, mais je vais remédier à ça. Je suis bien accueilli. Donc l'idée, c'est... Ouais, attends, je vais bouger les trucs, t'inquiète pas. On va... Hop, c'est lequel? Si, mais moi, ça me dérange énormément. Attends, t'imagines, les gens, ils sont sur le live, ils peuvent pas bénéficier de ta présence pleine et entière. C'est pas possible. Donc l'idée, Nuit des chercheurs, donc le 27 septembre, la semaine prochaine, on est en présentiel au Pont du Gard et en live sur Twitch pendant toute la soirée. Donc ça va être le live on va commencer entre 18h30 et 19h et on terminera autour de minuit. Donc si vous voulez passer un petit temps avec nous, ça peut être très sympa. Et Maxime, j'affiche ton nom au cas où. Pour les gens qui ne te connaissent pas, il est coupé, mais ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Hop, on est professionnel ici. Voilà. Comment tu vas? Mais ça va très bien. Et toi? Alors, ça va. Bah écoute, là pour le coup, c'est vraiment. Alors, il y a pas de. C'est pas la télé, hein. C'est pas genre on s'est vu il y a 1 heure et puis on a décidé que. Ouais, parle bien de. Ouais, je me mets devant. Et voilà, donc on avait calé que j'avais quelques infos à dire et que du coup Maxime arrivait vers 12h45. Ouais. C'était en cours ce matin? Non, cet après-midi. Cet après-midi? Ouais. C'est quoi comme cours? Je suis en cours de stage. Avec les L3 STAP, ça passe. Donc activité physique adaptée et santé. D'accord. Cours de stage. En fait, là, tu leur. Bah là, on va voir du coup tout ce qu'ils doivent faire durant leur stage, ce qu'il faut qu'ils apportent pour les publics, ce qu'ils nous fassent ressortir dans leur rapport de stage à la fin. Voilà. Un petit point de début d'année pour pouvoir avancer bien tranquillement. C'est bien. Je trouve que c'est des choses qui ne sont pas toujours forcément faites et pourtant c'est quand même important parce que c'est des moments de la scolarité qu'on ne connaît pas trop bien, on ne sait pas trop quelles vont être. Sinon les ils sont attentes. trop dans le flou. Ouais, c'est ça. Mais exactement. Moi j'ai ce souvenir-là en tout cas, d'avoir été dans le flou pendant mes études. C'est parce que tu nous avais pas mal de pour choses. ça. Ouais, ça doit être ça. Donc Maxime, il se trouve qu'on vient d'être raid par Sabine Padelou. J'ai vu. Et du coup, il y a plein de gens qui ne te connaissent pas, j'imagine, encore dans le chat, donc, et qui ne me connaissent pas non plus d'ailleurs. Je ne me suis pas présenté parce que vraiment, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement poli, on peut le dire. Donc moi, je suis Yannick Martiguet, je suis directeur de la recherche de l'université. Et donc Maxime, je te laisse te présenter rapidement. Oui, Maxime Deshaies, maître de conférence en STAPS depuis 4 ans. Donc là, je démarre ma 5e année. Et voilà. Mais peut-être mes activités de recherche plus générales ou on va en parler après. On va en parler, mais peut-être juste tes thématiques de prédilection. Sur quoi tu travailles toi en particulier? J'ai 2 grosses thématiques de recherche. La première, c'est l'influence des facteurs psychologiques sur les performances physiques auprès de nombreux publics, principalement des publics vulnérables comme par exemple les seniors. Et ma deuxième thématique de recherche, c'est l'influence du coup de l'activité physique sur pareil, plutôt le fonctionnement physique, mais avec d'autres variables aussi associées chez encore une fois des publics vulnérables. Très bien, très bien. Et tu as aussi une spécialité foot le mercredi midi, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Représentant assidu du foot pour le personnel le mercredi midi. Tout à fait. Et c'est pas du tout un joueur toxique, hein, Maxime. On peut le dire. Ça, s'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que Maxime n'est pas du tout toxique dans sa pratique du foot. Extrêmement fair play, vraiment un exemple à suivre pour tout le monde. Merci. Et merci d'être présent aujourd'hui. Alors, le problème du vendredi de la recherche, c'est que c'est le vendredi. Ouais. Et que malheureusement on est quand même tous un peu fatigués et que vous avez les lives qu'on est capable de faire le vendredi. Vous pouvez pas avoir mieux que ça, j'en suis désolé. Mais c'est déjà très bien. Mais oui, c'est l'important, c'est de participer, hein. Ouais. Voilà.
Donc, pourquoi je t'ai proposé de venir ce jour parce que il s'est passé plein de choses l'année dernière pour ton équipe de recherche. Oui. Enfin, cette année, quoi. L'année dernière, on a eu les infos en fin d'année universitaire. Mais vous avez eu des taux de réussite assez extraordinaires sur les dépôts de projets de recherche. Donc peut-être je vais faire juste une présentation générale parce qu'il y a des personnes dans le chat qui certainement ne connaissent pas. Et puis, si on fait ces émissions, c'est pour que les gens comprennent en fait. Donc si vous êtes dans le chat et qu'on commence à parler et que vous ne comprenez pas certains trucs, vraiment dites-le nous, on est là pour prendre le temps et pour expliquer. Donc là j'explique un petit peu, mais s'il faut donner plus d'explications, n'hésitez pas. Donc en fait la recherche, comment ça se fait aujourd'hui? Donc les personnes comme Maxime sont à l'université enseignant-chercheur. Donc ça veut dire que Maxime passe, comme cet après-midi, du temps à donner des enseignements pour les étudiants et du temps à faire de la recherche, comme on peut retrouver dans des organismes nationaux de recherche type CNRS, INSERM. Mais sauf que nous, ils font les deux. Là où un chercheur CNRS, il fait que de la recherche. Et l'idée, c'est que pour faire ces recherches-là, on dispose d'un peu de fonds de l'université qui permet d'avoir une activité de recherche. Mais ces fonds-là ne sont pas forcément suffisants pour conduire toutes les recherches qu'on aimerait faire, ce qui est assez normal. On reste financé par le public et on n'a pas, des fonds infinis. Et donc, il y a une manière d'arriver à financer des projets de recherche, c'est d'aller solliciter des financements auprès de financeurs spécialisés dans la recherche publique. Et donc là, on parle de l'Agence nationale de la recherche pour ce qui te concerne et ce projet en particulier. Donc l'ANR, Agence nationale de la recherche, qui est un des financeurs principaux de la recherche en France aujourd'hui. Donc c'est un organisme qui est lié au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui va lancer des appels à projets, c'est comme ça qu'on dit, donc des thématiques par exemple sur lesquelles on va considérer qu'il est important de conduire des recherches ou des appels à projets plus généralistes, comme c'est le cas pour le tien aussi. Et l'objectif, c'est de sélectionner les meilleurs projets, ceux qui auront les projets les plus prometteurs, les projets les mieux structurés, les projets qui scientifiquement on pense qu'ils sont plus pertinents en tout cas. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas sélectionnés ne le sont pas, évidemment, mais la compétition est rude. On pourra en parler un petit peu parce que c'est important aussi de faire comprendre ça. Et les projets qui sont sélectionnés bénéficient de financements qui permettent d'avancer dans la recherche. Donc, Maxime a obtenu un projet JCJC. Et JC ne veut dire ni Jésus-Christ ni Jacques Chirac ici. Non. Donc, on va pouvoir expliquer un petit peu ce que c'est que tout ça. Donc, je vais te laisser la parole si tu veux pour expliquer un petit peu ce que c'est que le dispositif et toi, comment tu t'es positionné dedans. Et puis, n'hésitez pas dans le chat. On est là pour vous répondre. Du coup, chaque année, il y a aux alentours du mois d'octobre l'ANR du coup qui propose du coup l'appel à projet générique. C'est-à-dire que chaque année, il est renouvelé et du coup, on peut candidater entre guillemets, peu importe notre thématique, parce que du coup, il y a quand même beaucoup d'axes. Je crois qu'il y en a 51 ou 56, une cinquantaine qui couvrent l'ensemble des disciplines. Et du coup, voilà, on peut candidater dessus. Et pour le coup, moi je suis donc jeune chercheur, jeune chercheuse, enfin, c'est pour ça que ça s'appelle JCJC, c'est que je peux candidater sur comment ça s'appelle, ce dispositif voilà. particulier. Parce que ça fait moins de 5 ans que j'ai été recruté à l'université. Donc je crois que la règle c'est moins de 5 ans ou 10 ans après la thèse, si on n'a pas eu de poste entre-temps. Donc moi là ça faisait 4 ans. Voilà. Et du coup, j'ai pu obtenir du coup ce financement-là sur cette année. l'ANR, voilà, en septembre, là, elle libère son gros appel à projet. C'est là où il y a le plus de financement, qu'on appelle l'appel à projet générique, parce qu'il y a un peu tout dedans. Et il y a plusieurs dispositifs, dont le jeune chercheur, jeune chercheuse, qu'a obtenu Maxime donc sur la campagne de l'année dernière. Et Rose te félicite pour ce projet. Merci. Donc voilà, et donc peut-être nous expliquer, tu nous as donné tes grandes lignes thématiques, mais qu'est-ce que c'est que ce projet ? Oui, alors bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la deuxième fois que je le soumettais. C'est-à-dire que là, du coup, il y a 2 ans, j'avais déjà soumis un projet. Donc pour l'anecdote, notre directrice de laboratoire, Élodie Charbonnier, nous a dit que ce serait bien qu'on commence à postuler sur des appels à projets pour augmenter nos chances d'avoir des financements, etc. Donc sur la première année, j'avais proposé un projet qui était quasiment dans les mêmes thématiques que celle que j'ai fait du coup l'année dernière. J'avais eu moins de temps pour le préparer parce que du coup, j'avais eu 2 semaines pour faire ma pré-proposition. Donc on doit faire un dossier de 4 pages. Et ensuite, on a eu la réponse au mois de janvier-février. Donc la première année, je ne l'ai pas eu. J'ai pas eu
l'accord pour passer en deuxième phase, avec des retours qui étaient quand même plutôt positifs. Et du coup, j'ai retenté du coup cette année, où là, au mois de janvier-février, j'ai eu la réponse positive pour passer en phase 2, où là, du coup, on doit faire un projet bien plus détaillé, hein, d'une 20aine de pages, avec toute la méthodologie exacte, le rationnel théorique, les attendus, les retombées, la vulgarisation la valorisation, pardon, des résultats. Donc voilà. Et du coup, par rapport à mes thématiques de recherche, donc je l'ai dit, hein, ma principale thématique de recherche, c'est l'influence des facteurs psychologiques sur le fonctionnement physique. Et une des originalités du projet, c'est que j'ai souhaité mettre en lien deux cadres théoriques qui, à premier abord, ne sont pas forcément liés, mais que nous, on pense qu'ils sont liés. Donc le premier, c'est le cadre théorique de la menace du stéréotype. C'est sur quoi j'ai fait ma thèse et sur quoi je continue un peu de travailler aussi aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est que la menace du stéréotype? Pour faire simple, on sait qu'il y a des publics qui sont négativement stéréotypés dans notre société. Et le fait d'induire un stéréotype juste avant de faire une tâche, ça mène généralement à une réduction de la performance. Donc ça, c'est le premier cas Est-ce que tu théorique. peux nous donner un exemple? Parce que nous, on en a parlé plusieurs fois et je me souviens que je t'avais demandé un Ouais. exemple parce que je ne comprenais pas forcément ce que ça voulait dire. Ouais. Mais admettons, moi, je me dis, tiens, allez, je vais aller faire du saut de haie. Ouais. Maintenant, c'est à toi. Et ben, en fait, pour que ça fonctionne, la menace du stéréotype, comme on l'appelle, il faut qu'il y ait un stéréotype qui existe et il faut qu'il soit connu par la personne. C'est-à-dire que là, tu veux faire du saut de haie, ok, mais est-ce qu'il existe un stéréotype vis-à-vis, on va dire que tu es dans la catégorie des hommes de 30 ans, Tout juste. à peine. À peine. Voilà, est-ce qu'il existe un stéréotype lié à ça? Si la réponse est non, alors il n'y aura pas de phénomène de menace du stéréotype. Par contre, l'un des stéréotypes les plus répandus dans le domaine de l'activité physique et du sport, ça concerne l'infériorité des femmes en sport. Oui. Et du coup, le simple fait d'induire un stéréotype, donc c'est par exemple de dire, si on fait une induction implicite, la tâche que vous allez faire met en avant des caractéristiques physiques et physiologiques, comme la force, la puissance, etc. Juste le fait de dire ça avant de faire une tâche sportive, ça suffit à baisser les performances des femmes. Donc le fait qu'il y ait, ne serait-ce que dans le cadre scolaire, qu'il y ait un barème fille, un barème garçon, c'est suffisant à induire en fait. De dire les filles, elles ont besoin d'aller moins vite pour avoir une meilleure note. C'est quasiment Il n'y a pas eu suffisant, quoi. d'études là-dessus, mais ça pourrait, oui. Ok. Parce que le fait qu'il y ait ça sous-entend ça, et donc ça pourrait induire ça, en effet. Très bien. Et donc voilà, sur ça, il y a eu énormément de choses qui ont été faites dans le domaine cognitif, dans le domaine sportif aussi. À partir du moment où un groupe est stéréotypé dans notre société, et qu'on induit ce stéréotype et qu'il est au courant qu'il existe, ça suffit à baisser les performances, même si on n'y est pas d'accord. Oui, en fait, on pourrait dire ce stéréotype, c'est n'importe quoi. Mais Voilà. en fait, Si une femme se dit existe, non, moi j'y crois pas, c'est pas une raison pour laquelle elle ne sera pas impactée. Elle peut quand même l'être. Et alors, n'hésitez pas, c'est un sujet qui est passionnant. Donc, si vous avez des questions, des réactions par rapport à ça. Moi, j'ai une question, si je peux en poser une. Régie, justement, l'influence de ce stéréotype, est-ce qu'on sait s'il y a une influence plus forte si la personne y a été confrontée directement, c'est-à-dire qu'on l'a directement fait subir, entre guillemets, ce stéréotype, ou si c'est simplement une vérité générale qu'elle a déjà entendue? Est-ce qu'on arrive à... C'est plutôt ça, en fait. C'est le fait de connaître ce stéréotype-là. D'accord. Mais c'est pas forcément uniquement parce qu'on nous l'a dit directement. Ok. En fait, c'est quelque chose qui est dit et répété dans la société par... Il y a des études qui montrent que les parents, inconsciemment, inculquent les stéréotypes à leurs enfants aussi. Ouais. Il existe des tâches implicites où, du coup, on demande aux parents du coup, de répondre à des petits tests, du coup, et ça permet de savoir si eux, ils pensent que les femmes sont inférieures aux hommes en sport ou pas. Mais du coup, ils le verbalisent pas forcément. Donc, même les parents qui, par ce test-là, révèlent qu'ils ont des stéréotypes sexués, leurs enfants l'ont aussi. Même si potentiellement, ils leur en ont jamais parlé. Mais voilà, dans certaines attitudes, certaines choses de la vie de tous les jours, ça peut du coup... l'enfant peut le percevoir et donc le développer aussi. Et ça se développe tout au long de la vie. Donc forcément, quand on le fait à quelqu'un qui peut avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 60 ans, c'est quelque chose qui a été intégré. Mais, encore une fois, même si la personne n'y croit pas. D'accord, merci. Très bien, donc voilà, n'hésitez pas hein, si vous voulez plus d'informations là-dessus. Concernant ce projet-là, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les caractéristiques, combien de temps il va durer, ça représente combien de financement, donc c'est un projet qui va démarrer du coup en avril 2025.
et finira en avril 2028, donc au 1er mai, donc c'est 3 ans. Pour le coup, c'est moi qui ai choisi de faire 3 ans. J'aurais pu faire 2 ans, j'aurais pu faire 2 ans et demi, 3 ans et demi, peu importe. Mais on a décidé de partir sur 3 ans parce que par rapport au nombre d'études qu'on avait, c'est ce qui nous semblait pertinent. Ouais, et Sabine nous dit, elle a l'expérience d'avoir évolué dans le monde pompier. Et ça l'a perturbé beaucoup, ce ressenti d'être moins performante dans certains contextes. Et donc effectivement, il y a une piste. Tout ça, c'est multifactoriel, mais c'est vrai oui, mais tout est multifactoriel. Évidemment, j'ai pas envie de dire que toutes les baisses de performance qu'on peut avoir ou des modifications de l'ordre plutôt psychologique. T'es sûr? Parce que moi, ça m'aurait arrangé de dire que c'était à cause des stéréotypes quand je fais faire un footing et que je suis nul. Ouais, non. Non, bon, c'est juste que je suis nul. Voilà. Il y a d'autres facteurs qui font que l'âge, etc. Mais écoutez, moi, je vais y aller. Il est déjà tard. mais il n'y a pas d'études spécifiquement, à ma connaissance, sur les pompiers. Mais évidemment, c'est un monde qui est plutôt perçu comme masculin. Et je suis persuadé que si on induit un stéréotype juste avant de faire une tâche régulièrement faite dans le cadre des pompiers, ça suffirait à impacter négativement la performance des femmes. Oui, oui, c'est un exemple perso, mais effectivement, après, je sais que toi, tu as conduit quand même déjà pas mal d'études sur cette thématique-là, et toutes tendent à généraliser en fait ce que tu as pu... Alors, oui et non. Ah ouais? Bah, ça a changé depuis la dernière fois qu'on a parlé. Non, c'est que je nuance un peu les propos. C'est-à-dire que ça fait à peu près 20 ans qu'il y a eu ce cadre théorique qui a été implémenté dans le domaine du sport. Enfin, on va rester large. Et jusqu'à ma thèse, toutes les études ont montré un effet négatif sur les performances. Et moi, pendant ma thèse, j'ai conduit 4 études chez les femmes, encore une fois, et ce stéréotype sexuel, le même. Et dans ces 4 études, j'ai montré une amélioration de la performance. Donc, c'est-à-dire que quand on donne une information négative, stéréotypique à une femme, elle performe mieux. Mais ce qu'on pense, c'est que c'est très dépendant de la tâche. Je pense pas qu'il faut que je rentre dans les mécanismes explicatifs parce que ça peut être un peu complexe, mais je peux le faire quand même. Je pense qu'un petit peu au moins pour qu'on comprenne, parce que moi j'ai du mal à comprendre. Après, on te posera des questions si jamais c'est pas assez. Bon, le chat est là pour te recadrer. N'hésitez pas. Hein. Il a besoin de temps en temps, Maxime, qu'on recadre un petit peu. Hein. Beaucoup même. Mais du coup, une des raisons principales pour expliquer l'effet du coup de menace du stéréotype, c'est que lorsqu'on va faire une tâche et qu'on induit un stéréotype, les femmes, si on prend toujours l'exemple des femmes, vont focaliser leur attention de manière trop importante sur l'exécution de la tâche. Donc plutôt que de la réaliser de manière automatique, il va y avoir un séquençage du mouvement. Et c'est pas lié à la notion de défi du coup que nous demande Sabine? Pas forcément, parce que en fait, on peut très bien être motivé à faire mieux, mais faire moins bien. À cause de ça, justement. C'est-à-dire que si on prend une joueuse de foot professionnelle... Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est on te dit tu vas être moins bon, t'as envie de dire non, c'est pas vrai, et tu te donnes encore plus. Tu vois. Alors, oui, moi dans mes études, j'ai montré que du coup, on avait certains indicateurs liés à ce challenge-là qui étaient augmentés. Okay. Mais ça suffit pas à avoir une meilleure perf. Parce que si on prend une joueuse de foot professionnelle et qu'elle va réaliser une tâche de dribble, par exemple, tout simple, être le plus rapide possible sur une tâche de dribble, elle sait faire. Elle est joueuse de foot professionnelle, donc elle le fait naturellement. Quand on va induire le stéréotype, là, il va se passer certaines choses, donc par exemple une augmentation de niveau d'anxiété, etc., qui va faire que du coup, il va y avoir un séquençage du mouvement et ce sera moins fait de manière naturelle. Et donc, qui dit moins fait de manière naturelle dit plus de risques d'erreur et donc une performance moins bonne. Le séquençage du mouvement, ça signifie qu'elle va réfléchir un peu plus au moment où elle potentiellement, le fait, oui. D'accord. C'est ça. Ce sera moins automatique, alors que c'est quelque chose normalement qu'elle sait faire. Et du coup, la majorité des études qui ont été faites chez les femmes, elles se sont focalisées sur des tâches techniques. Donc, où il y a un séquençage du mouvement, où il faut bien savoir enchaîner ces mouvements pour faire une bonne performance. Et à l'inverse, dans ma thèse, on s'est intéressé uniquement à des tâches non techniques, c'est-à-dire où il n'y a pas de séquençage. Et donc là, on s'est dit, comme elles sont plus motivées à faire mieux, le fait qu'il n'y ait pas de séquençage, ça entraîne une meilleure perf. S'il y avait eu un séquençage, on pense qu'il y aurait eu du coup de moins bonnes performances. Ça, on ne l'a pas validé à 100% parce qu'on n'arrive pas encore à trouver de tâches qui aurait 2 modalités, une modalité avec séquençage et une modalité sans. Il y aurait trop de... Si on prend 2 tâches séparées, on ne pourrait pas voir vraiment si c'est ça ou pas. Comparer, donc du coup, en fait, on ne sait pas. Mais c'est ce qu'on suppose parce qu'on l'a quand même vu sur 4 études différentes. Donc, ça semble robuste quand même, ces résultats-là, mais voilà, on pense que c'est lié à ça. Ouais, on a un nouveau commentaire qui nous dit bonjour, c'est une tâche sportive. Si c'est une tâche sportive plus vue comme féminine, c'est la même chose
Comme la danse, par exemple. Camille nous dit que c'est cliché, mais volontairement. Bah oui, non, mais c'est tout l'intérêt. Il y a, Mais quand on travaille sur les stéréotypes, on travaille sur les clichés. Donc, il Ouais. n'y a pas trop de problème. On peut Non. parler de clichés. Ouais. Là, On a le droit de dire des stéréotypes. En fait, on a le droit de le faire quand Maxime est là. Voilà. Quand Maxime sera parti, on ne pourra plus. Voilà. Bah, en fait, la plupart des études, comme le monde sportif est plutôt connoté comme masculin, la plupart des études se sont concentrées sur des tâches masculines. Et du coup, si c'est une tâche féminine qui est connotée comme féminine, alors il n'y aura peut-être pas de stéréotype féminin. Et du coup, bah, si on induit un stéréotype quand même à une femme là-dessus, bah, c'est possible qu'elle ne soit pas impactée. D'accord. Par contre, il y a une étude récente qui a été faite sur du coup, des tâches de pirouette. Alors, je ne sais pas exactement comment ils ont fait, j'ai pas encore lu l'article en entier. Mais, Démonstration. ouais, non. Vas-y, Maxime. Non, je sais pas exactement. Mais enfin voilà, c'est comme ça que j'ai lu. Ils l'ont. C'est un chercheur assez peu engagé. Ouais, non, C'est- ça s'arrête au bureau. Et où là, du coup, on induisait ce stéréotype-là envers des jeunes garçons, du coup, qui avaient, je crois, une dizaine d'années, et qui, du coup, bah, pour eux, la danse est perçue comme un sport plutôt féminin, et donc là, c'est eux qui ont été impactés. Et à l'inverse, quand on induit un stéréotype négatif envers un groupe, c'est possible que l'autre groupe fasse mieux. Ça s'appelle l'effet d'ascenseur. C'est-à-dire que, D'accord. par exemple, quand on induit un stéréotype négatif envers les femmes en football, les femmes vont performer moins bien, mais les hommes, si on induit ce même stéréotype, eux peuvent encore mieux performer. Donc, tu es en train de me dire que finalement, mon coach, quand j'étais petit, qui critiquait l'équipe adverse avant qu'on rentre sur le terrain, pour dire regardez comme ils sont petits, regardez comme ils sont frêles, vous allez réussir parce que vous êtes meilleurs. En fait, c'était un fin psychologue. Alors, bah, on n'est pas dans le même cas de théorie, on serait plus dans l'ordre de la comparaison sociale. Ok, d'accord, très bien. Mais du coup, de la comparaison sociale descendante, donc il vous demande de vous comparer à moins bon que vous. Et Ouais. à court terme, se comparer à moins bon que soi dans le domaine sportif, ça peut être bénéfique pour la performance. À long terme, non. D'accord. Mais sur un moment, oui. Donc, j'adhère pas trop à Ok, ça. ok. Mais si vous avez gagné le match derrière, peut-être Pas que sûr, ça on joue. n'était pas très bon. Merci Camille d'ailleurs pour ta question, c'est très très intéressant. Donc oui, on peut continuer sur la Et juste présentation pour du revenir projet. sur la menace stéréotype, dans le domaine physique, ça a énormément été montré, mais chez les seniors, peu. C'est-à-dire qu'il y a, là je suis en train de faire une revue de la littérature là-dessus, et il y a 14 papiers qui ont été faits, et 3/4 montrent qu'il n'y a pas d'effet chez les seniors. D'accord. Et du coup, moi ce que je veux faire, c'est du coup croiser ce phénomène de la menace du stéréotype-là à du coup un autre concept qui est la focalisation attentionnelle. C'est-à-dire où est-ce qu'on focalise notre attention lorsqu'on fait une tâche. Si on vulgarise un peu, c'est par exemple, on peut focaliser son attention soit sur des éléments extérieurs à la tâche, comme écouter de la musique, regarder une vidéo, regarder le paysage, etc. Ou des éléments intérieurs à la tâche, donc pas forcément intérieurs à soi, mais liés à la tâche ou liés à soi, comme sa respiration, son rythme cardiaque, ses douleurs, etc. Et Ouais. ouais, vas-y. Non, j'allais dire, c'est vraiment, ça amène plein de réflexions. Vraiment, c'est Et- sur ça. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, la menace du stéréotype, on sait que ça marche chez plein de publics. La focalisation attentionnelle, on sait que ça a des effets chez plein de publics. Par contre, chez les seniors, dans les deux cas, en fait, ça ne marche pas. Est-ce que ça peut être lié au fait que, est-ce que tous les seniors se considèrent comme appartenant au groupe senior, alors que sur le homme-femme, c'est quand même un peu plus facile de dire, bon, voilà, tu fais partie du groupe des femmes, pour une grande majorité de Ben, personnes. justement, en fait, on se Ouais. pose des questions sur Ok. pourquoi. C'est-à-dire Oui, qu'il y a Mais ça, une revue qui dit, voilà, il y a moins d'impact dans le domaine sportif, entre guillemets. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que, pour moi, et c'est pour ça que j'ai fait ce projet-là, la méthodologie employée dans ces études n'est pas parfaite. D'accord. Et du coup, il y a certains freins méthodologiques, et j'inclus mes études, parce que j'en ai réalisé dedans, j'inclus mes études dedans, où du coup, comment ça a été fait, pour moi, ça ne nous permet pas tout de suite de dire ça ne marche pas. Ok. Il y a certaines choses qui n'ont pas été bien mesurées et qui permettraient d'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Comme par exemple le niveau de difficulté de la tâche. Sur de la menace du stéréotype, comme sur de la focalisation intentionnelle, ça marche quand la tâche est plutôt difficile à réaliser. Et chez les D'accord. seniors, que ce soit pour l'une des théories ou l'autre théorie, ça a souvent été fait que sur des tâches faciles. Donc nous, là, voilà, c'est ça, c'est le croisement des trois. C'est un peu long, je suis désolé à comprendre, parce qu'il y a quand même plusieurs cas théoriques. Il n'y a pas de problème. Mais c'est du coup l'interaction entre la menace du stéréotype, la focalisation attentionnelle et le niveau de difficulté de la tâche sur le fonctionnement physique des seniors. Et là, c'est mon titre de... Enfin, c'est à Oui. peu près le titre de mon projet. Non, mais après, c'est pour ça, faut pas, c'est pour ça qu'on est là. Je veux dire, Ah oui, c'est, mais je peux comprendre que ce soit un peu dur là en Mais je pense que 10 minutes plus tu de... l'expliques, mieux on comprend aussi. Ouais. Donc faut pas hésiter à discuter ça. Et puis c'est en fait, il y a plein de choses que moi j'ai envie qu'on fasse comprendre par ces streams aussi. C'est essayer de comprendre comment fonctionne la recherche, parce que
l'idée aussi, c'est de dire il faut avoir confiance dans notre recherche, il faut avoir confiance dans la démarche scientifique parce que voilà, elle est conditionnée. C'est pas parce que on a plusieurs études qui sont parues que forcément on considère les connaissances comme acquises. Elles sont remises en question, elles sont réétudiées. Et là, c'est un peu ce que Maxime fait en disant mais oui, alors il y a des apports, Ouais, c'est ça. il y a une partie des choses qui certainement sont vérifiables, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles il faudrait quand même s'attarder un petit peu parce qu'on a Ouais. peut-être tiré des conclusions un peu hâtives parce que les conditions n'étaient pas réunies. Et ça, c'est valable dans toutes les disciplines de recherche, en fait. Totalement. C'est pas quelque chose qui est lié au STAPS, hein. C'est valable de partout. Et puis, derrière ça, on va conduire son projet, on va essayer de diffuser ses connaissances par des publications, ce qui est quand même pas évident non plus de faire. Tout est extrêmement vérifié. Il y a des obligations sur l'intégrité qui sont très très importantes aussi. Donc voilà la différence entre une info que vous allez trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur des sites généralistes et des diffusions scientifiques, oui, elle est quand même importante et c'est pas un hasard et c'est pas juste parce que Maxime a beaucoup de diplômes et que du coup il faut l'écouter. Non, non, c'est qu'il y a une méthodologie de recherche. Il a des diplômes aussi, mais il y a une méthodologie, il y a des vérifications, il y a des contradictions, et c'est ça en fait qui fait la force des connaissances scientifiques. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant parce que ça illustre vraiment bien ça en fait, ce que tu dis. Et du coup, un élément que je pourrais rajouter, parce que là, on pourrait très bien se dire, mais ok, il y a deux concepts que tu veux rapprocher, la focalisation attentionnelle et la menace stéréotype, mais c'est quoi le lien entre les deux? Mais en fait, c'est que moi, je pense, enfin, dans l'équipe, on pense que, en fait, ils sont liés parce que l'un est responsable des effets de l'autre. Et moi, ce que je pense, par exemple, c'est que quand on induit un stéréotype négatif envers les seniors sur une tâche difficile, ça va induire une focalisation spécifique qui va entraîner une baisse de performance. Oui. Voilà, donc ça, c'est ton postulat de départ. Ouais, c'est l'hypothèse principale et du coup, on va conduire 3 études là-dedans pour le vérifier. Ok. Et là, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que peut-être que ce ne sera pas le cas, peut-être que ce sera le cas, mais en fait, c'est tout l'objectif de la recherche. C'est que des fois, on a un résultat pas attendu, donc des fois il n'est pas du tout valorisable parce que la seule valorisation possible c'est si l'hypothèse était vraie et le reste ça permet juste de déterminer que c'est pas le cas et c'est déjà une bonne connaissance scientifique et c'est là aussi de temps en temps qu'on a des découvertes un peu inattendues. C'est que c'est toute cette méthodologie qu'on va poser sur une hypothèse qui nous permet de faire les découvertes. Donc c'est vraiment très intéressant. Je rebondis sur une chose que tu viens de dire qui est pour moi primordiale et qui est pas très bien... Enfin, c'est pas l'objectif principal en recherche, mais pour moi, oui. C'est que souvent, si on n'a pas de résultats, ça peut être plus difficile à valoriser. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Oui. C'est-à-dire que l'absence de résultats, ça veut pas dire qu'il faut pas publier. Et souvent, dans des cas, c'est beaucoup plus difficile à publier parce que sûrement moins attractif. Hein. Si on écrit un papier sur l'effet de ça sur ça par ça, non, ça marche pas. Oui. C'est moins attirant, on va dire, alors que c'est un résultat. Et du coup... peu importe les résultats qu'on a, évidemment qu'on mettra tout en place pour valoriser ça, qu'il y ait des résultats qui soient dans le sens qu'on veut, dans le sens qu'on ne veut pas, leur façon de parler, ou qu'il n'y ait pas de résultats, ce sera valorisé parce que ça permettra de faire avancer la science. Ouais. Et c'est vrai que c'est une démarche importante de mettre à disposition de la communauté scientifique ces résultats-là, même s'ils ne sont pas ceux attendus. Parce que ça permet à tout le monde de gagner du temps aussi. Parce que si ces résultats ne sont pas connus, combien de chercheurs vont se casser les dents à aller refaire la même étude? C'est exactement ça. Avant de le savoir. Après, il y a des évolutions qui sont intéressantes là-dessus. Je ne sais pas si tu t'es beaucoup renseigné, mais là, tu vas le faire sur les bases de données et les données de la recherche, où en fait, on attend de plus en plus que les chercheurs diffusent leurs données de recherche. Oui. C'est de la science ouverte. Voilà, c'est la démarche de science ouverte. Et donc, ce qui te permet aussi de dire, pour tout un tas d'expérimentations qui n'ont pas marché, de les mettre sur des entrepôts de données à disposition de tout le monde, dont les chercheurs, pour qu'on puisse déjà faire cette vérification. Et on a une question dans le chat. De Rose qui nous demande, tu as mentionné Maxime, l'équipe, qui sont ces personnes? Mais qui sont-elles? Ce sont des personnes géniales. MCF en STAPS comme toi? Non, alors elles sont peut-être MCF en staff, pas comme moi. Mais pas comme lui. Personne n'est comme moi. Ça c'est certain. Non, oui, donc du coup dans l'équipe on est 4. Forcément, moi qui porte le projet, Flavio da Silva, qui est maître de conférence du coup depuis 1 an, spécialisé qui est en STAPS aussi. Oui. Il nous regarde peut-être. Et Flavio, on te voit. Et sache que même si tu réponds pas à mes messages pour venir sur Twitch, je te trouverai. Tu passeras. Il est dans mon bureau. C'est vrai. Oui. Du coup, oui, donc Flavio da Silva, qui est maître de conférence en STAPS, spécialisé en biomécanique. Anthony Philippe, qui est maître de conférence en STAPS en physiologie, et Florence Lespio, qui est maître de conférence en psychologie cognitive.
Et en fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est un peu ça toute l'originalité du projet aussi. C'est pas que le croisement des concepts, c'est qu'on a une approche qui est très pluridisciplinaire parce qu'on croise de la psychologie sociale, de la psychologie cognitive, de la biomécanique et de la physiologie. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pu avoir ce financement-là. C'est que, donc je l'ai dit, on va faire une tâche motrice avec de l'induction de stéréotypes, on va regarder la focalisation intentionnelle, bon voilà. Mais par exemple, on va regarder les effets, est-ce qu'ils sont dus à des modifications des stratégies motrices. Donc c'est Flavio qui est spécialisé là-dedans, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réalise la tâche. Et donc pour ça, on va faire une analyse vidéo. Donc les tâches seront filmées et du coup, avec une analyse, on peut savoir l'inclinaison au niveau du tronc, au niveau du genou, au niveau de la hanche. Donc du coup, on s'intéresse à des paramètres qui sont plutôt biomécaniques pour expliquer les résultats qu'on a. Ensuite, avec par exemple Anthony Philippe, lui qui travaille plutôt sur des indicateurs physiologiques, on va utiliser de l'accélérométrie pour voir par exemple le déplacement du centre de masse qui est couplé du coup aux analyses biomécaniques. Ou encore avec Florence Lespio, donc en psychologie cognitive, on va regarder est-ce que du coup l'induction d'un stéréotype ou d'une certaine focalisation intentionnelle joue sur la charge mentale ou cognitive. Je sais plus. Si elle regarde, elle va me crier. Mais Florence, à tout moment, tu peux intervenir dans le chat. Et Florence sera bientôt avec nous aussi sur les vendredis pour venir parler de son projet, elle aussi. Ok. Puisque, parce qu'elle a aussi été financée. Voilà, elle a effectivement été lauréate l'année dernière également. Ça a été vraiment une très très belle année pour l'équipe APSI, en tout cas. Donc vraiment très bien. Est-ce que tu veux nous parler du budget? Oui. Alors, je ne sais pas à quelle heure tu dois. J'ai cours à 13h30. 13h30. Là. Bon, il nous reste 5 minutes. C'est là, donc Allez. on parle rapidement. Je me dépêche. Du budget parce que c'est important. En fait, je pense que les ordres de grandeur sont pas forcément très connus. On ne se rend pas compte de combien on a besoin d'argent pour faire de la recherche. En fait. Mais c'était vraiment la question qu'on se posait au début. C'est ouais. Est-ce que si je demande pas beaucoup, j'ai plus de chances de l'avoir? Et à l'inverse, est-ce que je demande trop, j'ai moins de chance? Bon, on m'a dit qu'il fallait pas réfléchir comme ça, donc j'ai pas réfléchi comme alors, ça. Pas sur cette AAP-là, mais de temps en temps, tu as des AAP où c'est vrai que ça joue quand même. Ils ont un budget et en fait, tu as un classement et puis c'était lauréat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de budget. Oui. Là, ça marche pas comme ça, mais il y a des appels à projets, c'est comme ça. Mais là, en tout cas, du coup, moi, j'ai demandé 220 000 euros et on a obtenu les 220 000 euros. Donc, à quoi vont permettre ces 220 000 euros? Donc, on a le recrutement d'un post-doctorat pendant 33 mois. Tu peux nous préciser ce que c'est qu'un post-doctorat? Oui, donc un post-doctorat, c'est un docteur, donc quelqu'un qui a soutenu sa thèse et qui va du coup intégrer l'équipe en tant que chercheur, mais toujours dans le cadre d'une supervision. C'est-à-dire que la personne est diplômée, elle a son doctorat, et du coup, elle peut s'intégrer dans des projets de recherche. C'est souvent quelque chose qu'on fait après une thèse. Donc on est soit à terre, donc attaché temporaire d'enseignement et de recherche, soit on fait un post-doc pour soit continuer à travailler dans la recherche, soit maximiser nos chances d'avoir un poste de maître de conférence derrière. Du coup, moi, je souhaite recruter un post-doctorat pendant 33 mois, ainsi qu'un ingénieur d'études pendant 2 ans, mais à mi-temps. Donc, un ingénieur d'études niveau Master 2, potentiellement en STAPS, à mi-temps, pour nous aider dans la conduction de certaines études, dans la préparation des études, faire certaines études, participer au recrutement, certaines analyses statistiques, voilà, un appui au post-doctorat. Donc ça c'est 3/4 du coût du budget. Et après, on a de la gratification de participants un petit peu, parce que comme on a 3 études et qu'on veut quand même avoir des résultats qui sont robustes, on espère recruter pas mal de personnes, donc avec une petite gratification. Ensuite, oui, pour les déplacements et congrès. Donc du coup, pour valoriser... Il faut savoir que les rémunérations, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, puisqu'on c'est pas parce qu'on est dans un cadre d'un projet comme ça ou dans le public qu'on n'a pas tout ce qui est charge patronale, tout ça. Donc en fait, une forcément. rémunération, ça coûte très cher. Et un budget de 200 000 euros pour un projet de cette durée-là, finalement, avec quelques recrutements, on a vite fait le tour du budget. Je crois qu'il y a 180 000 euros qui sont dédiés au recrutement du postdoc et de l'IGE, l'ingénieur d'études. Et après, voilà, comme j'ai dit, parce que l'ANR demande vraiment à ce qu'on valorise nos données, ce qui est normal, hein, mais il faut bien expliquer comment on va le faire. Et du coup, on valorise par des publications scientifiques, mais aussi par la participation à des congrès. Donc moi, par exemple, j'ai proposé d'aller, moi et le postdoctorat, chacun 2 congrès. 2 Français connus dans le champ des STAPS et 2 potentiellement Européens qui sont très connus dans le but de potentiellement faire des collaborations futures avec d'autres collègues. Donc voilà, on a un petit budget là-dessus. Et au niveau du matériel, quasiment rien.
parce qu'en fait, on a déjà pu obtenir certains outils sur le budget du laboratoire. Et du coup, j'ai rien demandé. Tu n'avais pas pour ce Non. projet-là en particulier de besoin en termes de. Pas de besoin de matériel. Donc matériel. voilà, donc plus de 3/4 du budget, c'est pour le recrutement du post-doctorat et de l'ingénieur d'études. Bien, très bien. Ben, on a très hâte que ce projet Mhm. commence. Est-ce que tu reviendras nous en parler un petit peu Mais quand ça avance? avec plaisir. Bon, très bien. Non, mais c'était très cool. Est-ce que Marine, tu avais d'autres points que tu voulais aborder? Moi, c'est bon C'est pour bon pour aujourd'hui. toi? Donc, il y a une dernière question de Camille. Est-ce que vous savez quel vendredi vient Madame Lespio? Alors, pas encore. On est en cours de. Il faut aller lui demander. On est en cours de discussion, donc. On essaiera avant la donc fin faut de l'année. voir. Ouais, on va essayer avant de la fin de l'année. Après, elle aurait bien aimé attendre que le projet démarre un petit peu. Mais bon, il faut qu'on voit. En fait, on a juste échangé par mail. J'ai pas eu le temps encore Enfin, j'ai pas eu l'occasion de la croiser, d'en discuter avec elle. Mais on trouvera un moment pour en discuter. On essaiera de toute façon. De toute façon, les vendredis reprennent. On reçoit des gens tout le temps. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup Maxime Et merci. de nous avoir Ça m'a fait accompagnés, puisque j'avais prévu de lancer un raid sur Sabine Padelou, mais c'est elle qui a commencé, donc je peux pas. Donc je vais vous proposer peut-être de découvrir une autre chaîne. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vais vous proposer d'aller rejoindre la chaîne de Hughes qui fait des matinales. Bon là il est déjà 13h20, mais il finira pas avant 16h. Il fait des matinales informations un peu geek, et en fait c'est la personne qui nous avait accompagnés sur la TwitchCon pour notre conférence qu'on avait fait sur la vulgarisation scientifique. Et donc, il était, lui, là pour animer la conférence. Et c'était un moment très sympa. On l'avait même accueilli à Nîmes. Il était venu faire un vue du Nîmes avec nous pour discuter un petit peu. Donc, je vous propose de le rejoindre et de lui faire un petit coucou de l'Université de Nîmes directement dans le chat. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était très sympa. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de semaine et bon week-end. À plus, tout le monde. Au revoir. Sûr que ça a marché. Non. Voilà. Du son parce que... Il me tue. Dédicace, ça veut? Il nous fait une dédicace.